Ça va bien. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers membres de la presse, mon nom c'est Paul Saint-Pierre-Philippe et je serai votre présentateur de cet après-midi. Il me fait grand plaisir de vous accueillir cet après-midi dans l'enceinte du Palais national pour nos habituelles causeries médiatiques, dont celle-ci en particulier mettra l'accent sur le lancement de la semaine de la technologie. Nous savons que votre temps est précieux et important, c'est pourquoi que sans plus tarder, je vous introduis le prochain orateur qui va vous entretenir sur les initiatives des 100 jours de la présidence. Dans une présentation intitulée 100 jours sans budget. Monsieur Carl Jean-Louis. Merci. Merci, Benson. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, représentants de la société civile, la presse parlée, écrite et télévisée, bonsoir. Effectivement, comme a annoncé personne, je vais faire un bilan rapide des 100 jours sans budget. Objectif 100 jours là, c'était pour, d'abord, sous demande du président de la République là, encourager participation citoyenne dans toute initiative que le président a lancée. On a l'objectif que 100 jours gagne l'activité qui est lancée dans 400 jours là, c'est faire promotion de dialogue entre différents secteurs dans la société civile là et présidence là. Il permet tout président de comprendre mieux des défis qui en face du gouvernement qui va monter sous place là et qui a des contacts avec plusieurs institutions dans la vie nationale là. Programme 100 jours ça tout permet que toute équipe là et le prochain gouvernement qui va monter sous pied en bonne réalité, comprendre la réalité qui vient sous terrain. Et c'est peut-être ça. Depuis le mois de mai, nous avons une initiative qui est lancée, c'est dans le cadre du programme d'éducation que le président a lancé. Dans le programme ça, nous voyons que nous mettons sous place un Fonds national d'éducation avec en concertation différents secteurs dans la société civile avec experts qui gagnent dans le secteur ça, qui gagnent pile à l'Éménévini pour nous voir comment pour lancer ce programme-là. Actuellement, le président déjà mis sous pied une task force, c'est-à-dire une équipe qui est responsable pour que nous préparions l'entrée de l'école. Et l'équipe ça travaille d'arrache-pied de façon que pour que l'entrée de l'école en fait, pour bien planifier et nous avons déjà annoncé qu'à partir de ce semaine-là, il va y avoir tout un programme de communication sur Jean l'entrée de l'école dans quoi le fait et Jean programme initiative président l'ancien Jean Lipoil exécuté. Faut que nous dit tout que nous avons rappelé tout le monde que l'année ça nous ciblé près de 100 000 petits monde pour nous voir l'école. Et l'on finalement ces plans et programmes de Fonds national de l'éducation en mai, on suivi qui fait. Et on suivi ça à côté de nous aujourd'hui. C'est que nous gagnons subventions que nous parlons plus de 100 000 petits et à travers de appels internationaux et frais de transfert, nous collectons COB et ça marche très bien. Et très bientôt, le programme d'éducation qui va le faire, de communication qui va le faire à travers la presse, ma petite expert expliquer exactement comment structurer mettre en place, combien de COB qui collecté et comment comme ça pour l'utiliser pour entrer classe là. Nous gagnons tout notre travail sous question ONAPE et déjà le président déjà désigné un directeur de projet qui a responsabilité pour mettre opérationnalisation de ONAPE. C'est M. Dimitri No.
Après le lancement du programme d'éducation, nous avons traversé, nous avons fait une semaine sur la question de gestion risque et désastres. Le président républicain est allé visiter le centre d'opération d'urgence pour essayer de comprendre la structure institution étatique ça. Et en même temps, c'était une opportunité pour nous discuter avec tous les partenaires internationaux pour nous comprendre comment nous sommes capables de renforcer des PC. Le président très intéressé pour la question de renforcement de capacité de protection civile, parce que c'est une cellule dans le ministère intérieur qui est très important. Et c'était dans le même cadre, ça, la même activité ça, que le président a participé dans la question de formation de 200 jeunes volontaires et que lui-même personnellement était encouragé plus jeunes faire partie de programmes de gestion risque et désastres. Et suivi qui fait partie de l'initiative Sacté l'enseignant, premièrement, nous déjà, avec d'autres partenaires, regardé comment nous sommes capables de renforcer la direction protection civile. Nous avons regardé faire évaluation et voir comment pour nous rendre plus efficace, parce que nous déjà connaissons comment un pays nous très sensible avec mauvais temps qui a passé. D'ailleurs, il a annoncé le mauvais temps qui a venu semaine. Une chose que nous avons envisagé tout et que le président est très sensible sur ça, c'est pour nous mettre un corps de volontaires, côté que il y a assez de jeunes qui mobilisés à travers le pays, qui formés sur question de gestion risque et désastres, pour leur bon bagage qui arrive, pour nous connaître, nous gagner une capacité humaine pour nous répondre de par force qui existe dans le pays. Nous négocions avec Bayer tout pour nous assurer que dans chaque commune pays, il y a un équipement qui mettait sous pied de façon pour jeunes leur gagner un incident qui arrivait, leur bon désastre qui arrivait, et bien nous avons une capacité immédiate pour nous répondre. Suite après semaine gestion risque et désastres, nous avons lancé une initiative que les villes propres. Villes propres, c'est une expérience que nous faisons dans nettoyer la rue et capitale là. Et encore, c'est une initiative qui est faite avec organisation société civile là, présidence là, et avec institutions étatiques dont SNCNE, SMCRS, TPTC et secteur privé et même des ONG. Après ville propre, nous venons joindre reconstruction. Je crois que tout le monde rappelle, nous faisons cette passion semaine de reconstruction qui focalise sur la reconstruction pays. Côté que le président de la République a fait plusieurs interventions. Côté nous avons lancé le programme 16-6 là. Nous avons lancé le programme 400% et avec la BRH, BNC, BPH, nous avons lancé plusieurs programmes que le président encourage. Et dans la même semaine, le président a nommé 6 membres qui pourraient faire partie de ces hiérarchies qui représentent. Suivi qu'a fait sur le dossier ça, c'est que il y a un fond programme 16-16 qui est déjà identifié et dans le conseil d'administration CRH nous avons déjà consulté, nous avons fait des réunions pour nous voir comment nous rendre CRH plus actifs et plus efficaces. La semaine dernière, moi je crois que tout le monde rend compte qui s'est fait au niveau du tourisme. Le président de la République il rencontre comprendre le problème et tout. Il passe côté des Arcadins, côté fait dans plus de consultations. Et je crois que dans le week-end, il était dans le sud, spécialement Port-Salut, dans tout le sud, là, pour parler avec le secteur privé, parler avec la société civile, là, ouais, quelles solutions et comment nous travailler ensemble pour nous joindre des solutions. Pendant qu'on a fait toute activité ça autour, nous avons déjà annoncé d'autres initiatives que nous parlerons dans les semaines à venir. Par exemple, nous parlerons que pour le président pour l'annoncer, que nous allons mettre sous pied un comité qui pour travailler sur la question d'investissement dans le pays. Déjà, il y a un contact que le président républicain a déjà fait avec M. Bill Clinton, Jay Patterson, José Maria Aznar, président Amoyo des Philippines, président Martin Torrijos de Panama, Denis O'Brien, mairie de Montréal et tant d'autres monde qui sont intéressés à une baille un coup de main pour mobiliser fonds pour le pays d'Haïti. Et même Board ça qui va mettre sous pied, il peut gagner un objectif de façon pour attirer investissement direct dans le pays, pour nous recommander de démarrer, pour nous créer emploi, pour nous créer job,
que le pays a besoin. Le président de la République a déjà travaillé son arrêté présidentiel de façon que pour que le directeur exécutif comité ça nommé rapidement. Et le lancement est supposé faire un jour cap là. Au niveau international, moi je crois que nous tous sommes au courant que la participation du président CARICOM et de voyage de CARICOM, nous avons une construction de l'école, l'université que CARICOM promet, une banque dans la région cabine mettez sous pied en Haïti. Voyage en Espagne, le président permet que l'Espagne débloque 70 millions de dollars pour un programme SIF et prêt de façon que Timachon et les gens qui sont dans le secteur microfinancement ont besoin accès à crédit. Gagnons l'école de formation de mettre tout que l'Espagne promet et que va rapidement aider nous pour mettre sous pied. Donc tout ça, c'est le bilan que l'équipe 100 jours en fait. Et nous voulons annoncer nous ça parce que l'y entré dans la semaine ça qui est une semaine de technologie. Et chaque point important pour nous, c'est effectivement d'arriver, nous disons sans budget, d'arriver à mobiliser les ressources humaines capables en payant, prendre l'opportunité pour nous remercier les gens qui sont dans le secteur privé, les gens qui sont dans la société civile, qui ont nos contributions par eux, qui travaillent avec nous pendant des heures, qui mobilisent les ressources financières pour montrer que nous avons fait leur volonté en là, nous avons mis tête nous ensemble pour nous gagner des résultats ensemble. Et c'est une approche qui est nouvelle et c'est une approche que nous comptons continuer à faire. Et une responsabilité que nous avons, c'est assurer que la connexion société civile là, et avec la présidence m'a connaît de façon que pour nous travailler tête ensemble. Donc, je vais inviter M. Klaus Oberwein à venir prendre la parole pour lancer semaine technologie qui est extrêmement important et me féliciter pour le lancement que le fait matin. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci d'être venu à cet après-midi du lancement de la semaine de la technologie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Directeur Général du CONATEL, Messieurs les membres du décanat de la Faculté des Sciences, Monsieur le Président et les membres de la TIC, chers membres de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Comme vous le savez, la technologie représente l'un des fers de lance du président Martelly et a été intégré dès le début dans les réflexions de son groupe politique et dans sa campagne, insufflant ainsi un vent nouveau dans la gestion de la politique haïtienne. Si on veut vraiment se développer, la nation haïtienne doit s'attacher à maîtriser cet instrument de progrès. Et c'est pour mieux l'intégrer dans le paysage communautaire que se tiennent ces assises qui sont inaugurées aujourd'hui. Le président Joseph Michel Martelly a conscience des services que peut rendre au pays ce moyen de gestion et d'action. Aussi nous fait-il l'honneur de venir ici participer au lancement des travaux qui seront conduits au cours de cette semaine de la technologie. L'intérêt de notre chef de l'État, que traduit sa présence en ouverture des travaux, ne date pas d'aujourd'hui. Et dans sa marche à la présidence, il s'est entouré d'un groupe d'experts locaux œuvrant depuis plusieurs années dans le domaine de la technologie et ayant grandement contribué aux résultats obtenus dans ce secteur ces 15 dernières années. Ce groupe de travail intitulé le MTIC, Équipe Martelly pour l'éthique, aujourd'hui à la présentation d'éléments concrets traduisant dans l'action la vision du président de la République. Un État moderne et un pays compétitif, un citoyen qui a accès aux services, un environnement propice à la création et à la prospérité des entreprises. La concrétisation de cette vision passera par la mise en opération d'un cadre légal moderne et adapté, d'une plateforme d'administration électronique de dernière génération, d'un outil de rapprochement du citoyen avec son gouvernement et des mesures de politique publique visant au renforcement des infrastructures de communication. M. Stéphane Bruno, qui est un expert en e-gouvernance et en développement d'applications mobiles, va nous faire une courte présentation de certains de ces outils. Et je lui passe la parole maintenant. Je vous remercie.
Merci Klaus. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Directeur Général du CONATEL, Monsieur le membres du GIETIC, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter, excusez-moi, désolé, ça arrive toujours comme ça. Ok. Donc, ce que je vais vous présenter là, d'abord, c'est la plateforme intégrée d'administration électronique du gouvernement haïtien. Voilà. Ça va maintenant. Oui, alors la plateforme intégrée d'administration électronique du gouvernement haïtien, c'est un outil qui doit être utilisé justement pour améliorer la manière dont l'administration publique fonctionne. Les objectifs, c'est justement de moderniser l'administration publique en la rendant plus efficace, de désentraver les différents services de l'administration publique, parce qu'aujourd'hui, l'administration publique fonctionne en silo, chaque département est isolé de l'autre, alors qu'il y a souvent des échanges d'informations qui doivent se faire entre différents ministères, différentes directions, par exemple, pour donner service à un citoyen. Donc le citoyen qui doit avoir accès à un service public, il doit lui-même marcher et aller dans différentes directions et de cette même administration-là pour avoir accès au service. Donc on veut résoudre ce problème également. Ça va contribuer à améliorer les services aux citoyens et de rapprocher l'État aussi du citoyen. Ensuite, cette plateforme aussi a pour objectif d'améliorer la transparence et de lutter contre la corruption. Car de plus en plus, si on utilise de plus en plus l'électronique à l'intérieur de l'administration, il devient plus difficile et avec les différentes procédures, les différentes méthodes manuelles de frauder. Et il y a aussi une meilleure transparence puisque l'information peut être disponible à tous les décideurs et en temps réel et en temps. Et puis bien sûr, cette plateforme doit aussi favoriser la décentralisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et si avec le déploiement des réseaux numériques à travers tout le pays, ce sera plus facile d'amener justement des services aux citoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Comment cette plateforme a-t-elle, d'où elle sort cette plateforme-là? D'abord, il y a eu beaucoup d'études à être réalisées sur l'administration publique depuis ces dernières années et qui ont diagnostiqué les problèmes que confronte l'administration publique, particulièrement une étude réalisée par le PNUD en 2006, et ensuite avec la création du groupe de travail sur la technologie de l'information et de la communication. Ce groupe-là s'est penché particulièrement sur la question de l'administration électronique
et a réalisé un cahier des charges qui a décrit plus ou moins ce que devrait être cette plateforme pour un pays comme Haïti. Donc, à partir de ce cahier des charges, nous avons analysé différentes solutions qui existaient à l'époque et on s'est arrêté sur un choix bien spécifique qui est une technologie développée par Microsoft. Maintenant, ensuite, à partir des recommandations du groupe GETIC, l'équipe de technologie de Montpellier a justement bâti ce existant pour maintenant poursuivre ces travaux et réaliser, implémenter de façon effective cette plateforme dans l'administration publique. Donc maintenant, quelles sont les caractéristiques principales que nous avons voulu avoir dans cette plateforme? D'abord, elle repose sur une base de tous les citoyens, c'est-à-dire que tous les citoyens haïtiens doivent être identifiés et être enregistrés dans cette plateforme de façon à pouvoir l'exploiter, si vous voulez, au maximum. Maintenant, une fois que la base de données des citoyens est là, tout type de services peuvent se greffer sur cette base de données. Casier judiciaire, informations sur les permis de conduire, informations de l'immigration, etc. Donc tout sera greffé sur cette base de données centrale des citoyens. C'est pourquoi l'effort d'identification des citoyens sera important pour cette administration, ce gouvernement, pour que ça soit possible. Une chose en plus qui pourra identifier aussi le citoyen, et on va voir ça plus loin, c'est l'utilisation du téléphone portable également, qui sera un outil qui permettra d'avoir accès à ce service. Et aujourd'hui, avec le lancement des services de paiement par téléphone mobile, par exemple, ce sera une fonctionnalité en plus qui permettra, par exemple, aux citoyens de pouvoir payer une taxe, une thème pour son passeport, ou bien même payer cette taxe, ou payer remplir tout type de formalités. Et même, par exemple, pour les pensionnaires, le gouvernement peut aussi utiliser ces mêmes canaux pour payer les chèques de pension, alors qu'ils seraient électroniques cette fois, directement sur le téléphone mobile. Une deuxième caractéristique de la plateforme, c'est qu'elle fait une utilisation intensive de la cartographie. Toutes les données qui sont sur cette plateforme-là sont aussi représentées sur des cartes. Cela permet de les représenter de façon spatiale et de voir plus ou moins comment les services sont distribués à travers le pays. La plateforme aussi intègre des modules de collaboration qui permet à l'administration publique de fonctionner à l'interne. C'est-à-dire que les fonctionnaires publics pourront utiliser les courriers électroniques sécurisés. Ils pourront avoir d'autres outils qui permettent de travailler sur des projets ensemble, tout ça de façon électronique, avec bien sûr une emphase sur la sécurité des données et la communication gouvernementale qui doit être sécurisée. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette plateforme est aussi évolutive, c'est-à-dire qu'on peut ajouter d'autres modules dessus. Donc là, ce que je vous montre là, c'est quelque chose qui existe déjà, ça c'est déjà prêt. Okay? Donc de cette plateforme, on a 4 catégories que vous présentez. Tout ce qui a rapport aux questions de cartographie dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, on verra un module qui permettra de pouvoir avoir un accès aux différents projets en cours du gouvernement. Et bien entendu, il y a les fonctions de recherche pour faire tout type de recherche sur ce qui se passe dans l'administration publique. Et un module aussi très intéressant qui est un module qui pourra être utilisé pour la gestion de la reconstruction, particulièrement pour gérer les travaux des ONG. Donc, ce que je vous montre là, c'est justement un module qui est déjà prêt et qui a été réalisé grâce justement à un financement de la BID. Ça, c'est un projet de 5 millions de dollars que la BID a avec le gouvernement haïtien et qui a permis de lancer, si vous voulez, cette première version de plateforme. Et dans cette première étape-là, il y a aussi prévu la formation des capacités locales pour permettre à des entreprises locales d'enrichir la plateforme et d'ajouter les services qui ne sont pas encore. Et très rapidement, si on prend d'abord la question du suivi des activités. Ici, ce que vous voyez, c'est un système qui vous permet de voir tous les projets qui sont en cours et de les voir de façon visuelle. Non seulement les projets sont identifiés par des photos, par exemple, qui peuvent être représenter l'état d'avancement des projets, mais on peut regarder ces données-là de façon différente. C'est une façon de permettre aux décideurs de pouvoir, de façon visuelle, dans un coup d'œil,
savoir ce qui se passe sur tous les projets qui sont en cours au niveau de l'administration publique. Tous les paramètres que vous voyez qui sont à droite et à gauche, ce sont les paramètres qui vous permettent de voir le projet en termes de montant d'argent qui est décaissé, montant d'argent qui est pledge, qui est promis et qui n'a pas encore décaissé. Et au fur et à mesure que l'on modifie les critères, il sélectionne dans la base de données tous les projets qui répondent aux différents critères qui nous intéressent. Donc c'est un outil d'aide à la décision qui permet d'avoir accès seulement aux informations qui permettent de prendre des décisions sans se perdre dans tous les détails de chaque activité. Donc ici, c'est tout simplement un module qu'on appelle le pivot, qui permet qu'une fois que tous les projets sont entrés dans le système, permet au décideur, à partir de son bureau, de pouvoir avoir accès à ces données-là. La deuxième partie, c'est tout ce qui concerne la cartographie. Ici, par exemple, vous voyez qu'on a mis sur cette carte l'ensemble des projets de construction d'écoles, par exemple. Ça, ce sont des données réelles qui sont déjà sur la carte. On peut sélectionner les points verts, ce sont les différents endroits où il y a des projets de construction qui sont en cours. Okay? Et à partir de là, au niveau de la cartographie, c'est une cartographie qui est récente, c'est-à-dire ce sont des photos qui ont été prises après le séisme. Ça permet d'avoir accès de façon spatiale à ces projets. Et à chaque fois que l'on clique sur un projet, par exemple, pour avoir plus d'informations dessus, on a une série d'informations que l'on peut avoir dans ce projet-là. Il y a aussi une possibilité de voir la situation avant le séisme et après le séisme. Tout ça en sélectionnant les différents critères qui sont là. Et par exemple, ici, on peut décider d'afficher les petites informations que l'on veut à partir de la carte. Ici, c'est une vue du même projet, mais de façon plus traditionnelle, si vous voulez, où on a la personne responsable, ses contacts, toutes les données du projet, les photos qui montrent l'avancement du projet, et aussi tous les documents qui concernent le projet. Donc, tout est regroupé dans une seule interface et donne une vue holistique aux décideurs de tout ce qui se passe pour ce projet-là. Et pendant qu'on est en train de visualiser ce projet, on peut aussi entrer en contact directement avec les gens qui sont responsables de ce projet-là à partir de ce module-là. Il y a tout type d'informations, comme téléphone mobile, email, SMS, etc., pour communiquer avec les gens qui sont responsables du projet. Donc ces données que vous êtes en train de voir sont des données réelles que nous avons intégrées dans la plateforme pour pouvoir, si vous voulez, évaluer en fait, ce qu'on peut enregistrer leur projet dans ce système et de faire le suivi de leur projet dans ce système-là. Et automatiquement, on a en temps réel le niveau de décaissement, l'avancement de tous les projets qui sont en cours et qui sont en train d'être exécutés par les différentes ONG qui travaillent en Haïti. Et automatiquement, de la même manière qu'on peut avoir accès aux activités, aux projets de l'administration publique elle-même, on peut aussi avoir accès aux données qui sont mises à jour par les ONG. Et pour finir, les outils d'analyse et d'intelligence sont des outils qui vous permettent de faire tout type d'analyse à travers tous les projets qui sont en cours et de voir de façon visuelle comment tout cela évolue. Maintenant, ce système, en plus, a aussi la capacité de se connecter aussi aux citoyens. Par exemple, s'il y a une interaction à faire avec un citoyen à partir d'un téléphone portable, que ce soit par SMS ou bien paiement par téléphone mobile, le système peut aussi faire le processing de cette transaction-là. Il suffit de créer les modules supplémentaires qu'il faut. Mais tous les caractéristiques qui permettent de l'interaction avec le citoyen à partir du téléphone portable est aussi prévu dans ce système. Et par exemple, si vous prenez la plateforme de SMS 828 qui a été utilisée par exemple dans la campagne, c'est une façon aussi de permettre aux citoyens de pouvoir directement transiger avec ses gouvernants. Et par exemple, aujourd'hui en moyenne, ce système traite environ 2 à 3 000 SMS qui sont envoyés par jour. Donc il y a une batterie de personnes derrière qui reçoivent ces SMS, les catégorisent, les priorisent et permettent de voir, de connaître le pouls, par exemple,
de la population sur différents domaines. Et s'il y a un problème qui doit être escaladé vers par exemple, un ministère ou s'il y a une intervention à faire, ces messages sont routés vers les personnes en question. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, c'est pour résumer, la plateforme d'administration électronique que vous voyez ici est une plateforme qui doit permettre à l'administration publique et aux décideurs de mieux exploiter les ressources et d'avoir un meilleur contrôle, si vous voulez, sur la manière dont l'administration publique fonctionne. Cela permet aussi de rapprocher les citoyens avec le gouvernement en lui permettant de faire des transactions à distance, par exemple, sans avoir à se déplacer ou à venir de la République de Port-au-Prince ou à se perdre dans les labyrinthes de l'administration publique pour remplir une formalité. Et cela permet aussi, grâce à sa caractéristique ouverte, de développer de nouveaux modules qui peuvent être créés par des entreprises locales, et c'est-à-dire qu'on ne sera pas éternellement dépendant des ressources externes pour la faire fonctionner. Bien entendu, il y a un ensemble de prérequis pour mettre la plateforme en place, notamment la mise en place d'un data center en Haïti qui va loger les serveurs qui vont gérer tout ça. Il y a aussi une mise à jour à faire dans certains ministères pour que les gens et les ordinateurs qu'il faut pour avoir accès à cette plateforme et les communications. Tout cela fait partie justement des projets avec la BID qui est prête pour accompagner le gouvernement pour l'exploitation maximale de cette plateforme les 5 prochaines années bien sûr, mais aussi après. Donc, merci. Merci. Nous remercions de votre patience, surtout pendant notre petit delay technologique, si vous me permettez cet anglicisme. Sans plus tarder, on va passer à notre prochain orateur et écouter les propos de M. Ralph Pereira, qui est conseiller du président. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le directeur du CONATEL, Mesdames, Messieurs de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse, cette semaine sur la technologie lancée par le gouvernement de la République démontre l'importance que ce gouvernement attache aux technologies de l'information et de la communication. Avec cette semaine sur le TIC, il est désormais question de mettre les sciences et les technologies en application en vue de profiter pleinement des opportunités qui y sont liées et améliorer ainsi la vie quotidienne des Haïtiens. Il est aussi question de construire sur des bases durables et de sortir de cette gestion permanente de l'urgence. L'implémentation imminente de la plateforme de gouvernance électronique va fortement contribuer à l'avènement de cette Haïti nouvelle que nous souhaitons tous. Un État plus proche du citoyen. Un État facilitant la création d'emplois. Un appareil administratif prédictible et efficace. Un État qui protège le droit de propriété. Un État qui facilite la création d'entreprises et qui incite l'investissement. Des entreprises plus compétitives avec une démarche plus intensive en innovation technologique et en connaissance, se détachant ainsi de l'industrie manufacturière traditionnelle. Une main-d'œuvre qualifiée, axée plutôt sur le savoir-faire technologique. Comment ignorer aujourd'hui les nombreuses opportunités offertes par le TIC comme source potentielle de nouveaux emplois à travers le télétravail et la sous-traitance de services? Le temps est venu de passer à l'action. Nous avons réfléchi pendant longtemps, trop longtemps. Il y a un certain nombre de points sur lesquels je pense que nous sommes tous en accord. Un cadre légal et institutionnel mieux adapté et évolutif. La modernisation de l'administration publique. La gestion de l'environnement et la prévention des désastres. Une meilleure gestion des fonds d'assistance à travers les ONG.
une meilleure couverture nationale facilitant l'accès universel, et j'en passe. En ma qualité de membre fondateur et d'ancien président de l'Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication, l'ATIC, j'ai le privilège donc de vous introduire à mon collègue, M. René Guerrier, pour ses propos de circonstances. Merci. Merci à M. Pereira. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre désigné, Monsieur le Directeur général du CONATEL, Monsieur les membres du Conseil d'administration de l'ATIC, Monsieur les membres de la presse, distingués invités, c'est avec beaucoup de joie que l'ATIC, l'Association haïtienne pour le développement des TIC, accueille l'initiative de la présidence d'une semaine sur les technologies. Cette initiative qu'on a même toujours souhaité, voir l'État s'engager à promouvoir les TIC. En ce sens, nous y décelons une volonté de cette nouvelle administration de faire des TIC une priorité. Nous ne pouvons que l'en féliciter. Notre association réunit et prévoit en son sein les concessionnaires de l'État haïtien, les fournisseurs de services numériques, les commerçants servant dans le domaine des TIC, les entreprises de développement de logiciels et intégrateurs, les professionnels et développeurs des TIC, les universités et établissements d'enseignement supérieur en TIC, les étudiants, les membres du secteur formel, les autres personnes physiques et morales de notre société. C'est une association jeune, certes, mais combien dynamique, qui s'est donnée pour mission la diffusion et l'intégration des technologies de l'information et de la communication au sein des institutions pour les rendre innovantes et compétitives, ainsi qu'auprès des ménages pour faciliter l'accès à des conditions de vie meilleures. Donc, vivre mieux grâce aux TIC a toujours été notre leitmotiv. En ce sens, nous voulons être à la fois un interlocuteur et un acteur important pour le développement du secteur. Nos objectifs, nous ne nous contentons pas seulement de les rabâcher, mais nous travaillons à leur matérialisation par une divulgation à outrance des technologies et leurs corollaires non moins importants tels l'énergie et l'environnement. Avec 2 éditions de U2Tech qui ont été des succès avérés, nous avons fourni une tribune au mardi des TIC pour cette diffusion à outrance. Aujourd'hui, les TIC sont en train de faire leur chemin dans notre société. Il est difficile, voire même impossible, de rencontrer des jeunes universitaires haïtiens à ne pas détenir un compte email ou à ne pas avoir une présence assidue sur les réseaux sociaux. On a déjà oublié combien de nos compatriotes enfouis sous les décombres avec pour seul compagnon des fortunes le téléphone cellulaire ont su en faire bon usage. Pendant des jours, l'Internet était resté le seul point de contact avec l'extérieur. Et des utilisateurs ont pu faire un travail formidable à travers les réseaux sociaux pour communiquer et sauver des vies. Au-delà de ce constat encourageant, il nous reste beaucoup à faire. Parce qu'aujourd'hui, le taux de pénétration demeure l'un des plus faibles de la région. Les TIC restent l'apanage d'une frange de la société, les super branchés, les well connected. On doit donc sortir de la logique d'une technologie de commodité à une logique de technologie de nécessité, comme on vient de le voir ici. Il faut donc passer de l'utilisation à l'appropriation. Ce saut est nécessaire et rend donc l'accès universel indispensable pour l'amélioration des conditions de vie des plus pauvres. Les exemples de sociétés ayant utilisé les technologies pour l'amélioration de leurs conditions de vie sont légion à travers le monde. Mais hélas, aucun ne pourra convenir à notre situation parce qu'il n'y a pas de technologie prête à porter. Il n'existe aucune formule magique, ni de chemin déjà tracé que l'on pourrait suivre, ni de recettes toutes faites. Il nous faut donc trouver notre propre voie, et cette semaine pour la technologie en est un très bon exemple. Il nous faut donc assumer nos 57% d'analphabètes et se dire que la technologie ne doit pas les exclure encore plus,
mais doit servir de lien d'interconnexion entre les différents wagons de la société haïtienne pour nous extirper du sous-développement. Et dans ce sens, le rôle de l'État et de toute la société s'avère plus qu'indispensable. Aujourd'hui, plusieurs grands chantiers vous attendent, Monsieur le Président. En tant que garant de la bonne marche des institutions, il vous revient de vous assurer que la loi régissant le secteur ne date plus de 1977. Il est impératif que la législation évolue pour que ce secteur soit encore plus générateur d'emplois. Elle doit évoluer pour favoriser l'émergence de plus d'entreprises liées au savoir. Elle doit enfin évoluer pour favoriser la concurrence et la compétitivité, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau régional. De sa vision, l'ATIC voit une Haïti qui aspire activement à briguer le leadership au niveau régional et une place prépondérante au niveau mondial dans l'utilisation et la production des PIC. Ce ne sont pas de vos pieux, nous pouvons le faire. Et cet engagement que je vois aujourd'hui de la part de cette administration me pousse encore plus à y croire. Mais au-delà des engagements, il nous faudra des actions, parmi lesquelles l'acheminement au Parlement de la loi sur le secteur, la mise en place du conseil d'administration du CONATEL, la participation de l'ATIC dans les discussions qui ont lieu actuellement entre les opérateurs et les régulateurs, de par la position transversale de l'association, pour ne citer que celle-là. Avec cette semaine sur la technologie, nous nous réjouissons de voir l'État jouer son rôle de promoteur des PIC. Mais il y en a d'autres encore non moins importants, tel celui d'arbitre indépendant, sans oublier celui d'utilisateur qu'il ne faut pas négliger. L'État doit, et comme il est en train de le faire, est en train de donner le ton, en s'appropriant l'éthique pour une meilleure gouvernance et en faire un vecteur de transparence de sa gestion. Une gestion orientée service envers les citoyens pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle administration, tous les espoirs nous sont permis. Qu'il nous soit permis d'espérer qu'à la fin de votre quinquennat, Monsieur le Président, on se réunira sous l'égide d'une loi pour le secteur qui ne datera plus de 1977, mais de 2011. Que la déclaration d'impôt en ligne sera à la portée de tous. Que le e-learning dont tout le monde parle ne sera plus qu'un vœu pieux. Et que cette semaine sur la technologie soit le point de départ de tout cela. Merci. Et sans plus tarder, j'introduis M. Jonas Elisée, directeur du CONATEL. Il est toujours difficile de parler à la fin. Tout ce qui m'a été déjà dit. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre désigné, Monsieur le Président de l'Afrique, cet événement majeur augure la concrétisation de beaucoup d'attentes déjà définies. Il va venir au CONATEL, conformément à sa mission, de proposer et de mettre en œuvre le cadre et les structures nécessaires à la création d'un environnement capable de les porter ces attentes. À cet effet, par anticipation aux directives qui vont venir, nous avons identifié 3 axes d'intervention qui, pour nous, révèlent une importance capitale. D'autres interlocuteurs avant nous les ont déjà cités. Le premier axe pour nous, c'est le vote d'une série de lois qui auront à faciliter le développement ordonné et harmonieux du secteur. Le second axe, c'est l'amélioration de la connectivité internationale, qui est un point important. Le troisième axe, c'est la mise en place d'un laboratoire de télécommunications et d'incubation technologique. Le cadre juridique est réellement une grande priorité. Au moins 4 interlocuteurs avant moi en ont parlé. En effet, le secteur actuel est actuellement régi par le décret du 12 octobre 1977. Et cette loi n'est pas actuellement adaptée du tout à l'évolution qu'on a actuellement. Donc il faut
de nouvelles lois qui doivent accompagner cette évolution technologique. Les amendements ne seront pas suffisants, il faut carrément une nouvelle loi. Je ne vais pas élaborer dessus, on en a tellement parlé avant moi. D'accord. Ce contexte se porte sur la connectivité. Nous voulons constater que localement, avec les opérateurs cellulaires, Digicel, Comcel, et Itel, et très bientôt Natcom, on a une densité téléphonique qui est passée en 10 ans à un téléphone pour 100 habitants. En maintenant, on est à beaucoup plus que 25 téléphones par habitant. Donc le service téléphonique commence à réellement s'imposer dans le pays. Quant à l'accès à l'Internet, on constate aussi qu'il est tout à fait disponible. Et il s'améliore de plus en plus si l'on tient compte des 5 opérateurs Internet qu'on a actuellement, qui sont Multilink, ACN, iNet, AXIT et HDN. Ces opérateurs-là donnent un service à large bande, d'accord, qui est fait à un coût relativement élevé, mais qui est disponible dans les grandes villes et à Port-au-Prince. On a les opérateurs téléphoniques qui non seulement offrent la téléphonie, mais aussi offrent aussi l'accès à l'Internet à travers la 3e génération qu'ils sont en train d'implémenter. Donc ça rend encore l'accès à l'Internet, en plus de la téléphonie, encore plus abordable. La Natcom, on voit ça à travers le pays maintenant, déploie un réseau national en fibre optique qui traverse tous les départements. Et ce réseau va permettre d'apporter de la large bande dans tous les coins du pays et permettre des accès et des développements locaux, des petits réseaux qui donnent accès à la grande population. À Port-au-Prince, on vient, et Télé-Haïti vient d'annoncer qu'il va très prochainement donner l'accès aussi Internet sur son réseau de câbles coaxial. Donc c'est déjà intéressant. On voit là une convergence qui va se faire à ce niveau-là, où on aura la télévision, les chaînes multiples et Internet. Donc il existe dans le pays une certaine capacité d'offrir des services liés au TIC. Cependant, la fiabilité et le coût de ces services restent des problèmes à résoudre. Ces 2 éléments importants dépendent en grande partie de la connectivité internationale. Cette connectivité est réalisée actuellement avec 4 liaisons micro-ondes entre Haïti et Santo Domingo, qui utilisent des équipements certes de capacité limitée, mais pas tout à fait fiables. Et on a eu plusieurs coupures liées et une défaillance technologique, et une fois après une averse là, on a eu un pylône qui s'est écoulé. Il y a aussi beaucoup de liaisons par satellite qui font des dessertes individuelles. Et une seule liaison sur fibre optique qui connecte Haïti au réseau local de Bahamas. Donc, avec la présente manifestation, moi, je n'ai pas de doute du tout que le Conatel va recevoir des directives pour porter aux acteurs à renforcer la capacité de la connectivité internationale du pays en introduisant de nouvelles liaisons, principalement sur câbles de fibre optique, terrestres ou sous-marins. Basé sur les informations disponibles, je peux vous affirmer, Monsieur le Président, que cela peut être réalisé dans un temps assez court. Ce sera soit en réactivant des concessions existantes ou soit en acceptant des demandes pendantes, des demandes consistantes qui ont toutes les données qu'il faut pour réellement faire avancer ces projets-là. Il est tout à fait possible de répondre à cette urgence qui consiste, d'une part, à consolider ou à améliorer la fiabilité et la capacité des liaisons aériennes terrestres existant entre Haïti et la dominicaine, par des liaisons sur fibre optique. D'autre part, à augmenter le nombre de liaisons sur câbles de fibre optique sous-marins aboutis dans le pays, en diversifiant naturellement leur point de chute, leur point d'atterrissage. Moi, je vois facilement 3 nouvelles liaisons sous-marines. L'une arrivant au nord, l'autre au sud, et puis une 3e qui rentre à Port-au-Prince pour sécuriser la liaison de faible qualité qu'on a entre Haïti
et Bahamas. Donc les implications d'une telle démarche seront réellement multiples. Un impact certain sur le processus de décentralisation, puisque toutes les régions du pays seront traitées sur le même pied d'égalité par rapport à ces différents accès de câbles à fibre optique. Une baisse automatique du coût à l'accès international, avec une incidence certaine sur le coût d'accès à l'intérieur du pays. Parce que c'est le bouchon majeur ces jours-ci, c'est surtout l'accès international. Et aussi une plus grande compétitivité internationale d'Haïti dans le secteur avec une plus grande capacité d'attirer de nouveaux investisseurs. Pour ce qui est du troisième axe, qui est la mise en place d'un laboratoire de technologie, un laboratoire de télécommunications et d'incubation technologique, c'est là un projet capable d'apporter à l'environnement haïtien cette valeur ajoutée qui permettrait de redéfinir l'image du pays dans le paysage régional des télécommunications. Il constitue un véritable pôle d'excellence et certainement le développement d'articulaire stratégie à ouvrir. Le décret d'octobre 1977 organisant le secteur de télécommunications avait déjà prévu la prise en charge par le Conatel de tels laboratoires. Et les objectifs à l'époque, ça fait déjà presque 30 ans, étaient entreprendre des recherches scientifiques et techniques, assurer le contrôle au niveau supérieur. On en est au point là avec cette plateforme-là qui va nous permettre non seulement de contrôler au niveau supérieur tout ce qui se fait en Haïti, mais ça ne va pas faciliter la recherche. Mais là, avec le laboratoire en plus, on aura la possibilité pour l'université de faire réellement des recherches. C'est ce qui nous manque. On est actuellement connecté au réseau CKLN qui est orienté vers la connaissance et la recherche, et on a réellement très peu d'embryons de recherche, sauf au niveau de l'ESI. On a des projets par exemple de réalité virtuelle et qui aussi, c'est pas seulement là, aussi, bon, on s'arrête là, l'autre objectif fixé par ce laboratoire qui était prévu dans la loi de 1977, c'était de fixer des normes, des spécifications et des méthodes pour la construction d'équipements et d'éléments matériels. Ce mot construction nous fait réellement rêver. On a construit très peu de choses dans le pays. Et on parle fort souvent même d'homologation chez nous, et ça ne se fait pas. On n'a même pas d'équipement de mesure pour le faire. Donc voilà encore le laboratoire de la université. De collaborer avec le Centre de formation professionnelle des télécommunications et l'enseignement supérieur. Ce sera un outil réel que toutes les écoles pourront utiliser pour développer des projets de recherche. De réaliser les travaux dans cette spécialité pour le compte des tiers et sur la demande et à la charge de ceux-ci. Comme travail ordinaire qu'un laboratoire de ce genre pourra faire et qu'on n'a pas en Haïti aussi, c'est le calibrage des outils, des équipements de mesure. C'est un truc réellement énorme. Des compagnies qui travaillent entre eux, chacun mesure de leur côté avec leur équipement non calibré par même étalon. Donc chacun mesure soi-même son affaire et pense que c'est la bonne mesure, et c'est pas réellement un jargon que personne ne comprenne pas. Donc c'est une nécessité de pouvoir au moins calibrer les équipements. Et aussi il y a nécessité pour la synchronisation. On parle beaucoup de numérisation et beaucoup d'applications qui sont liées. Il y a beaucoup de réseaux qui sont interconnectés. Mais quel est le logement, on ne sait pas. Et chacun essaie de s'arranger comme il peut en extrayant l'horloge du signal reçu. Mais ça pose des problèmes. Ça surcharge les réseaux par des requests à chaque fois pour retourner les informations de qualité. Donc c'est un truc indispensable qu'il faut qu'on ait quelque part où installer une horloge de référence qui permet à chacun de se synchroniser. Il faut aussi, il y avait pour but aussi de monter une station de vérification des fréquences et la doter d'équipements de contrôle nécessaires à son fonctionnement rationnel. Et bon, voilà une question réellement majeure. Les fréquences en Haïti, c'est une ressource rare et à travers laquelle le gouvernement aurait pu tirer beaucoup d'argent. Mais actuellement, c'est mal géré. On donne des fréquences, c'est supposé être utilisé par liaison et pour des capacités spécifiques, mais on n'a pas les capacités de mesurer ça. Les compagnies peuvent s'amuser à réutiliser les fréquences autant de fois qu'ils veulent à travers le pays avec une seule assignation. Donc ce sont des pertes qu'un tel laboratoire va permettre d'éliminer. Donc la non-application de cet article 128 de ce décret de 1917
qui traite du laboratoire, a eu et continue à avoir ces mauvaises conséquences. Elles ne sont pas seulement d'ordre financier, parce que tous les équipements des opérateurs sont envoyés à l'étranger pour être calibrés. Voilà une perte. Bien que ça ne sert à rien, si on peut calibrer son équipement très bien comme il faut, mais si le voisin à côté n'a pas de bien calibré pareil, bon, on ne mesure rien du tout. Bien plus, l'absence de ce laboratoire à l'intérieur du pays a des effets sur la qualité des communications entre les équipements du fait de l'absence d'un référentiel local commun. Il s'ensuit des problèmes qu'on a déjà évoqués de loin. Donc de plus, le système éducatif haïtien a besoin de tel laboratoire. Si l'on veut que les étudiants d'aujourd'hui maîtrisent parfaitement notre environnement technologique et soient prêts à accompagner le pays dans son développement, il serait pourtant difficile d'en placer un à l'intérieur de chaque centre universitaire. D'où la nécessité d'une prise en charge par le collatéral naturellement au bénéfice de l'enseignement supérieur comme le prévoit le décret d'octobre 1997. Aujourd'hui, ce laboratoire pourrait constituer un pôle d'excellence haïtien dans les Caraïbes et devenir un incubateur régional en fournissant des services à valeur ajoutée qui soient conformes à ces objectifs. Il pourrait être actif dans plusieurs axes de recherche, tels les systèmes de communication numérique avec entre autres le traitement des signaux, la télédirection et les systèmes multimédia avec les technologies de gestion d'images ou vidéos. Ainsi, Monsieur le Président de la République, nous vous félicitons sincèrement que sous votre leadership, que votre leadership soit l'occasion d'adresser avec encore plus de profondeur et de manière concrète les paramètres qui doivent présider à la concrétisation d'une vision des TIC qui ferait d'Haïti, au sein de la Caraïbe, ce pôle d'excellence et de forte croissance économique dans lequel chaque Haïtien peut, en quelque lieu du territoire national ou de la diaspora, là où il se retrouve, vivre librement et pleinement son droit à l'épanouissement et à l'éducation, son devoir de faire valoir ses capacités et son potentiel, et de participer à la création de richesses dans le pays. À ce rendez-vous avec l'histoire, soyez assurés, Monsieur le Président de la République, que vous aurez à votre disposition toutes les compétences et le savoir cumulés du CONATEL. Merci. Nous remercions les différents orateurs et présentateurs d'avoir bien voulu partager avec nous les différentes connaissances et informations sur les technologies de l'information. Nous sommes dans l'ère technologique. Tout le monde est obligé de s'informer et nous sommes bien ravis d'avoir partagé ces différentes informations. Nous enchaînons tout de suite avec notre prochain orateur, le dernier et non des moindres. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'introduire ce soir son Excellence, le Président de la République, M. Michel Joseph Martelly, que je vous demande d'applaudir. Merci, mettez-vous. Membres de la presse parlée, écrite et télévisée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Durant la campagne, j'avais promis que les technologies de l'information et de la communication, les TIC, seraient l'un de mes chevaux de bataille. Mais pourquoi cette emphase sur la technologie? Au XXIe siècle, aucun développement économique en Haïti ne peut se concevoir sans une diversification de l'économie, sans une modernisation de ses structures étatiques, des courants de pensée, des outils de gestion, sans exploiter les nouvelles opportunités qu'offrent particulièrement les TIC. Il nous faut sortir des sentiers battus. Pour que notre agriculture soit forte, notre tourisme florissant, nos industries de sous-traitance diversifiées et compétitives, faut-il bien que nous puissions disposer des infrastructures de communication et des réseaux d'information modernes, fiables et abordables. Pour réduire le taux de chômage, faut-il bien que nous puissions créer des opportunités pour l'éclosion d'entreprises technologiques jeunes, innovatrices et créatrices de valeur ajoutée.
nous voyons déjà le changement. Le secteur des télécommunications représente aujourd'hui le plus grand contributeur en revenus de taxes pour l'État et le plus grand employeur en termes d'emplois directs et indirects. Cependant, nous n'avons encore qu'effleurer les opportunités offertes par le secteur des TIC. Le secteur des services technologiques est encore vierge. Où sont les Facebook, les Twitter, les Amazon haïtiens? Où sont les multiples entreprises haïtiennes s'appuyant sur la technologie pour redéfinir des industries entières, telles qu'on l'a vu dans le monde, dans les industries du voyage, du livre, du journalisme et plus récemment de la banque? La révolution de l'information a encore de beaux jours devant elle et nous devons nous embarquer dans le train maintenant. La rupture dont j'avais parlé avec l'ancien système passe nécessairement par une exploitation accrue des outils technologiques. Sous ma présidence et dans le domaine d'éthique, j'aurai 3 grands axes d'intervention. La modernisation de l'État par l'introduction d'outils technologiques rendant la gestion de l'État plus efficace, plus efficiente, tout en améliorant la qualité des services publics aux citoyens. La création d'emplois et d'entreprises dans le secteur des TIC, en encourageant les investissements locaux et étrangers en vue de diversifier l'économie, de stimuler l'innovation, particulièrement parmi les jeunes, qui constituent la majorité de la population et représentent l'avenir du pays. La modernisation de l'environnement des affaires et des infrastructures, nécessaire pour l'éclosion et le développement d'une vraie société de l'information. La modernisation de l'État, un État qui ne dispose pas d'outils modernes de gestion et de systèmes d'information électronique et interconnectés, ne peut prétendre offrir de bons services aux citoyens ni réduire le gaspillage et la corruption. En l'absence d'informations fiables et disponibles à temps et en temps réel, il est difficile de prendre des décisions optimales. Aujourd'hui, pour remplir une simple formalité, le citoyen doit perdre plusieurs heures, voire plusieurs jours, dans les méandres de l'administration publique. Affaire pour faire journée à monter descendre, pour payer 10 côtés différents, dans 10 bureaux différents, côté papier à droite à gauche, faut que ça finisse. Les services publics doivent être centrés sur le citoyen et non sur eux-mêmes. Le citoyen doit se rapprocher de la gestion de la chose publique en ayant à sa disposition des moyens plus directs de faire passer ses desiderata. Ainsi, pour effectuer ces changements, j'ai déjà sur le bureau du Premier ministre un contrat à signer avec la BID pour la mise en œuvre de la plateforme d'administration électronique qui vient de vous être présentée. Résultat des travaux d'experts haïtiens et étrangers qui devra révolutionner les relations entre l'État et le citoyen et le fonctionnement de l'administration publique elle-même. Création d'emplois et d'entreprises dans le secteur des TIC. La relance de l'économie haïtienne et la rupture du cycle de la pauvreté passent par des investissements locaux et étrangers importants, mais aussi par une culture de l'entrepreneuriat et de l'innovation, favorisant l'éclosion d'un tissu dense d'entreprises de toute taille. Le secteur des TIC a l'avantage de reposer surtout sur la matière grise et les idées novatrices. Ainsi, ce secteur revêt des particularités qui collent bien avec les caractéristiques de la population haïtienne. Une population jeune dont la créativité est reconnue. Comme je l'avais dit le jour de mon investiture,
Haïti is open for business. Et mon administration s'efforcera à entretenir un environnement propice aux affaires et à sécuriser les investissements. Environnement des affaires et infrastructures. Le cadre légal et institutionnel pour le secteur des TIC sera un chantier important de ma présidence. En effet, il faudra adapter nos lois pour accompagner cette modernisation de l'État et les transactions électroniques. Mon équipe a déjà en main 5 textes législatifs. Un avant-projet de loi sur les télécommunications qui doit remplacer la loi actuelle datant de 1977, dont on a tellement parlé aujourd'hui. Un avant-projet de loi sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de l'information et de la communication. Troisième point, un projet d'arrêté pour l'application de la loi sur la signature électronique, un avant-projet de loi sur les échanges électroniques et un avant-projet de loi sur l'administration électronique. Ces textes n'attendent que la ratification du Premier ministre et l'installation du gouvernement pour être soumis au Parlement. En conclusion, Président porteur d'un changement, je déclare que l'heure est à l'action. Ce n'est pas une utopie. N'avions-nous pas dans le temps la station de télécommunication la plus avancée dans la Caraïbe? N'avions-nous pas introduit la télévision couleur, les premiers dans la Caraïbe? N'avons-nous pas été les pionniers de l'utilisation du spread spectrum en 1994 pour donner l'accès à l'Internet sans fil, et encore dans les années 2000 pour le déploiement du WAMAX dans la Caraïbe? Aujourd'hui, ne sommes-nous pas les premiers dans l'Amérique latine et la Caraïbe à déployer des services de paiement mobile? Oui, chers amis, depuis l'indépendance, nous avons réalisé beaucoup de grandes premières. Nous nous sommes juste attardés en route. Nous devons donc nous remettre au travail en démocratisant l'accès aux TIC et en maximisant leurs retombées socio-économiques. Nous en ferons des outils de lutte contre la pauvreté, contre l'injustice sociale, contre l'injustice scolaire, contre le monopole de l'information et du savoir, et enfin pour une Haïti nouvelle, prospère et juste. Merci. Mais encore, je retirerai des détracteurs, ceux qui n'aiment pas Haïti, ceux qui disent du mal d'Haïti, de se taire. Je le redirai. Ça veut dire quoi ce terme, M. le Président? On va voir. In vain.
Tout le monde net pour Haïti, ça pas content baguette.